La lumière du soleil filtre en motifs tachetés et sporadiques à travers la canopée de la forêt, perçant les arbres à feuilles persistantes et les bambous imposants pour projeter une lumière matinale sur le sous-bois. Le soleil commence à se lever sur une autre matinée chaude à la fin de l'époque du Pléistocène, dans le sud de la Chine, il y a 2 millions d'années. De doux ruisseaux serpentent à travers les trouées de la verdure et le chœur matinal des oiseaux perce l'air du matin. C'est un paradis luxuriant, parfait pour que la vie s'épanouisse sous toutes sortes de formes et de tailles nouvelles. Une agréable parenthèse loin des vents cinglants de l'âge de glace qui s'abat sur l'Europe et l'Asie du Nord à quelques milliers de kilomètres. Au nord. Un petit troupeau de mammifères, ongulés, probablement des cerfs, traverse les piliers de bambou pour brouter la végétation qui borde cette scène paisible. Ils doivent être prudents. Les mammifères sont originaires de la région en bien plus grand nombre qu'on ne peut en trouver aujourd'hui. Prudemment, l'un des petits mammifères lève la tête pour vérifier s'il y a un danger avant de se pencher pour boire. C'est sans danger. Cependant, la paix est souvent de courte durée dans le monde naturel, et peu de temps après avoir commencé à boire le matin, ils se précipitent à nouveau vers les broussailles pour se mettre en sécurité. Un vol d'oiseaux les a dérangés lors de leur rassemblement matinal, leur odeur s'élevant dans l'air chaud du matin à cause de quelque chose de gigantesque qui se déplace dans les broussailles. Comme dans un film hollywoodien, les buissons de l'autre côté du ruisseau frémissent et bruissent de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'une grande ombre noire émerge de l'enchevêtrement de bambous et de feuilles. C'est un primate colossal à la couleur rougeâtre, musclé et puissant. Alors que son visage se dévoile lentement de la verdure, il paraît presque humain. Une expression douce et lente s'étend sur ses énormes joues, alors que lui aussi s'arrête pour vérifier la présence de tigres. N'en voyant aucun, le primate Gigantopithèque, un immense singe disparu, peut descendre au ruisseau pour boire. En tant que mâle solitaire et désorienté, c'est son territoire. Il passera la matinée à le parcourir à la recherche de nourriture et d'eau. Bien que les mammifères à sabots terrifiés soient partis depuis longtemps, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Gigantopithèque est strictement végétarien et, au mieux, il les aurait simplement chassés pour pouvoir boire en paix. Au lieu de cela, ce grand singe se dresse fièrement dans sa maison forestière. Il est l'un des animaux les plus remarquables vivant dans ces forêts et peu de choses peuvent lui faire du mal. En traversant un épais bosquet de bambous, il se retrouve dans une clairière densément entourée de forêts, entourée par d'autres des siens, sa famille. Plusieurs femelles, quelques jeunes mâles et quelques petits nés l'année dernière sont sous son commandement. En tant que chef de sa troupe, il les défendra farouchement contre les mâles rivaux et les prédateurs, engendrant autant d'enfants dans sa famille qu'il le pourra durant la durée de son règne. Lui et les siens sont les plus grands primates ayant jamais existé. Il y a environ 2 millions d'années, un certain genre de singe a commencé à apparaître dans les forêts subtropicales du sud de la Chine. Puissant, musclé et intelligent, il possédait les caractéristiques emblématiques de nombreux singes contemporains ainsi que celles qu'il partageait avec les autres habitants de la forêt à cette époque. Contrairement aux autres singes, cependant, notre singe était un géant. Pouvant potentiellement peser plus de 200 kg et mesurer environ 3 mètres de haut selon les estimations. Gigantopithèque était le genre de créature que l'on s'attendrait à rencontrer uniquement dans les fables et le folklore.
Seuls 4 exemples d'os de mandibule, ainsi que des milliers de spécimens potentiels de dents, sont connus de ce géant. Ainsi, les scientifiques ne peuvent pas être totalement certains de la taille exacte de ce singe. Quoi qu'il en soit, ces spécimens appartenaient bel et bien à un singe, et un singe massif en plus. À l'heure actuelle, Gigantopithèque était une créature qui pouvait être environ 40% plus lourde que le gorille mâle moyen, les plus grands singes vivants aujourd'hui. Le Gigantopithèque est devenu connu de la science en 1935, lorsque l'anthropologue Ralph von Koningswald s'est vu présenter une paire de molaires, ce qui l'a amené à décrire l'espèce Gigantopithecus blacki, la seule espèce certaine du genre. Bien qu'une autre espèce, Gigantopithèque bellasparensis, ait été proposée, il semble qu'elle appartienne plutôt à l'espèce indienne Indopithèque giganteus. Des spécimens potentiels de Gigantopithèque ont ensuite été découverts en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie. Mais ce grand singe est surtout associé au sud de la Chine, où il aurait vécu dans des forêts chaudes, subtropicales et sempervirantes à feuilles larges. Fait surprenant, les dents de Gigantopithèque ont d'abord été attribuées à un membre de la tribu des hominini, qui comprend les humains, les chimpanzés et les gorilles. Mais des études récentes ont placé cet animal plus précisément dans la sous-famille des ponginés. En d'autres termes, les plus proches parents vivants du Gigantopithèque sont les orang-outans. Et en tant que tels, de nombreuses reconstitutions de ce magnifique animal le représentent avec une épaisse fourrure orangée et de larges bourrelets jugaux, très similaires à ses parents actuels. En réalité, l'apparence réelle du Gigantopithèque ne peut pas être déterminée sans davantage de preuves de fossiles. C'est la structure de la mâchoire inférieure qui a conduit les scientifiques à placer ce géant plus près des orang-outans que des humains et des chimpanzés. Et bien que les reconstitutions d'artistes de ce singe le représentent avec une apparence proche de celle de l'orang-outan, la forme générale du corps est souvent beaucoup plus semblable à celle d'un gorille. Cela est probablement dû au fait que les scientifiques ont automatiquement supposé que, puisque les gorilles sont les plus grands singes vivants, Gigantopithèque devait se tenir et marcher de manière similaire. Beaucoup de vérités restent encore à découvrir, et il se peut qu'un jour nous soyons capables de déterminer avec une précision exacte à quoi ressemblait réellement ce singe. Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que le Gigantopithèque était un herbivore. Son apparence redoutable pourrait amener certains à supposer un régime potentiellement axé sur la viande ou une alimentation omnivore. Mais les études sur les dents et les mâchoires de ce géant préhistorique placent le Gigantopithèque fermement aux côtés des végétariens du monde naturel. Les mâchoires du singe sont profondes et robustes, et ses dents sont à couronne basse et épaisses en couche d'émail. Beaucoup des dents connues par l'instant et connues par la science montrent également des signes importants d'usure, ce qui indique pas que le singe les utilisait pour broyer des matières végétales dures, riches en fibres. Quant à ce que Gigantopithèque mangeait exactement dans sa forêt chaude, nous pouvons examiner les végétaux indigènes de la région à la même époque. Le bambou était abondant dans le sud de la Chine vers la fin du Pléistocène, tout comme les tubercules et les fruits. Les figues, les banians, les mûriers et les fruits à pain étaient bien probablement consommés en grande quantité par ces grands singes, et du fait que Gigantopithèque passait sans doute beaucoup de temps à se promener sur le sol de la forêt plutôt qu'à se balancer dans la canopée, on peut supposer qu'il mangeait aussi de grandes quantités d'herbes.
Beaucoup de ces plantes nécessitent une dentition robuste pour être consommées, en raison de leurs extérieurs abrasifs et fibreux, et c'est là que ce géant de la forêt aurait excellé. Gigantopithèque semblait également avoir souffert de sa gourmandise pour les fruits. 11% des molaires découvertes chez le singe semblent avoir été touchés par des caries dentaires et plusieurs spécimens présentent également des signes d'émail mal formés. Les scientifiques attribuent cette dernière condition, avec des pénuries alimentaires potentiellement fréquentes, à l'hypoplasie de l'émail. Elle peut se former à la suite de la malnutrition pendant la croissance d'une créature. La perte de dents est également connue chez ces singes, en particulier chez un spécimen découvert dans la grotte de Yanliang en Chine. Mais cela ne semble pas avoir trop affecté l'individu, et il semble avoir mené une longue vie malgré cette affection. Un niveau élevé de dimorphisme sexuel a également été suggéré chez Gigantopithèque, encore plus prononcé que chez les gorilles actuels, avec leur célèbre mâle dos argenté, gigantesque et massif. L'existence d'une telle caractéristique aurait indiqué une compétition fréquente entre mâles rivaux, mais les scientifiques ne pensent pas que ces confrontations auraient mené à des conflits mortels en raison du manque de proéminence et de longueur des canines. Ou c'est vrai. Gigantopithèque, l'une des créatures les plus impressionnantes que la préhistoire ait jamais connues, a coexisté avec certains de nos premiers ancêtres. Remontez plusieurs milliers de générations en arrière, et vos ancêtres partageaient maintenant peut-être les anciennes forêts du Pléistocène, en Chine, avec un parent géant de l'orang-outan, plus grand que le plus grand des gorilles ou le grand des gorilles. Ce n'était pas non plus un simple hasard. Le géochronologue Jack Rink, de l'université McMaster en Ontario, a utilisé une datation absolue de haute précision pour conclure que Gigantopithecus et Homo erectus, une espèce humaine archaïque qui nous a précédés, Homo heidelbergensis, les Néandertaliens et les Dénisoviens ont vécu ensemble dans les forêts sempervirantes et chaudes d'Asie du Sud pendant environ 1 million d'années. Au cours de cette période, Gigantopithecus serait devenu une vision familière pour nos premiers ancêtres Homo erectus. Et sans preuve, il est difficile de dire comment certaines de ces interactions ont pu se dérouler. Bien que les espèces modernes d'orang-outans aient généralement un tempérament doux, il est sans connu que les mâles adultes peuvent devenir agressifs lorsqu'ils se sentent menacés ou effrayés. Cependant, en général, on observe souvent des orangs-outans adultes interagir avec des touristes qui s'aventurent dans leur forêt, et ils ont tendance à fuir le danger dans la canopée plutôt qu'à l'affronter directement. De ce point de vue, peut-être que les individus de Gigantopithèque ne représentaient une menace pour les humains que lorsqu'ils se sentaient entaculés, ou si les premiers humains osaient en tenter une chasse aux Gigantopithèques. Cela dit, le Gigantopithèque n'était pas un orang-outan moderne, et il ne vivait pas vraiment comme tel non plus. On suppose que ce grand singe passait la majeure partie de sa vie au sol, ce qui l'aurait forcé à entrer en contact avec les humains bien plus que ses homologues modernes. Dans de telles circonstances, peut-être que des conflits pour le territoire, ou la concurrence pour les sources de fruits aurait pu pousser les deux espèces à des affrontements dangereux. Étant donné la taille de ces singes, et sachant à quel point les singes modernes peuvent être dangereux lorsqu'ils se sentent menacés, on peut dire sans risque que face à une attaque de Gigantopithèque, un Homo erectus isolé et sans armes n'aurait eu aucune chance. Comme c'est le cas pour de nombreuses espèces de mégafaune du Pléistocène aujourd'hui disparues, nous ne pouvons pas totalement exclure l'intervention humaine dans la disparition de ces grands animaux.
C'est d'ailleurs l'une des principales théories concernant la disparition de ce grand singe. Mais nous en discuterons plus en détail plus tard dans cette vidéo. Comme nous l'avons évoqué tout au long de la vidéo, dans le sud de la Chine, à travers les millénaires, Gigantopithèque régnait en maître dans une forêt subtropicale riche en verdure, notamment en plantes fruitières, en herbes et en bambous. Des restes du grand singe ont également été découverts à Hainan, en Chine, qui à l'époque aurait été une véritable forêt tropicale. Mais l'animal préférait généralement des habitats plus proches du premier type. L'air de sa forêt natale était chaud et humide, la végétation était dense, et en levant les yeux, il aurait souvent été difficile de voir le ciel à cause de la canopée. Parmi les bambous, on aurait trouvé de nombreux bouleaux et chênes, et le sol de la forêt aurait été recouvert d'une épaisse verdure d'herbes, de fougères, de buissons et de graminées. Le sud de la Chine, vers la fin du Pléistocène, était en effet un véritable paradis pour les naturalistes. Il possède potentiellement l'une des faunes les plus diversifiées et les mieux documentées du Cénozoïque, présentant un chevauchement particulier d'animaux aujourd'hui disparus, ainsi qu'une pléthore d'espèces modernes. Parmi les créatures connues et décrites de la faune du Pléistocène du sud de la Chine, Gigantopithèque et Homo erectus sont les plus célèbres. Mais si l'on regarde un peu plus loin, on peut voir un monde presque extraterrestre, un véritable musée vivant rempli de merveilles écologiques. Les gonfotères, anciens parents des éléphants modernes comme Cynomastodon, se vautraient dans les lacs et les étangs autour des frontières du territoire du Gigantopithèque. Plus petits que les éléphants asiatiques modernes avec des pattes beaucoup plus courtes et un corps en forme de tonneau, beaucoup plus grand était le stégodontidé, stégodon également apparenté aux éléphants, avec une forme bien plus reconnaissable. Les tapirs, les cochons sauvages, les rhinocéros, les cerfs muntjac et les gours constituaient le groupe plus reconnaissable de mammifères ongulés qui se rassemblaient en grands groupes dans le sous-bois. Mais plusieurs animaux disparus, bien plus étranges, vivaient à leur côté. Les Spérotherium auraient été aperçus de temps en temps dans les profondeurs obscures du sous-bois, broutant les arbres ou mangeant éventuellement des pousses et des fruits. C'était un calicotère, un membre d'un groupe étrange de mammifères aujourd'hui complètement disparus. Ils ont prospéré pendant les époques de l'Oligocène et du Miocène avant de se diriger lentement vers une extinction progressive au Pliocène et au Pléistocène. Hesperotherium était l'un des derniers de son espèce, et de son vivant, il n'aurait ressemblé à aucun autre mammifère vivant aujourd'hui. Au contraire, il semblait amalgamer des éléments de divers groupes de mammifères. Beaucoup de calicotères avaient une tête et un corps vaguement semblables à ceux d'un cheval, mais possédaient des membres plus proches de ceux d'un gorille ou d'un paresseux géant terrestre. De nombreuses espèces marchaient sur leurs jointures et utilisaient de longues griffes courbées pour chercher de la végétation. Dotés de bras puissants pour attirer la végétation dans leur bouche, avec son corps large, son cou trapu et son visage court, Hesperotherium aurait été l'un des plus grands herbivores de la région, aux côtés de Gigantopithèque et des éléphants mentionnés précédemment. Parmi les carnivores ayant vécu aux côtés de Gigantopithèque se trouvaient des espèces de dholes, ou chiens sauvages dont les meutes parcourent encore aujourd'hui l'Asie du Sud et de l'Est. Des ours sont connus dans la région, y compris un Luripoda baconi, une espèce éteinte de panda.
On sait très peu de choses sur le mode de vie de cet animal, mais il pourrait potentiellement être un ancêtre direct des pandas géants modernes d'aujourd'hui. On ne sait pas s'ils mangèrent encore de la viande, comme la plupart des espèces d'ours modernes, ou s'ils avaient en fait commencé à adopter un régime purement végétarien. L'un des prédateurs les plus redoutables de la région était Méganthorion, une espèce de chat à dents de sabre de plus en plus familière, mentionnée de plus en plus souvent dans les actualités et les médias paléontologiques populaires. Bien qu'il mesurait moins de 2 mètres de long, ce n'était tout de même pas une créature avec laquelle il fallait plaisanter. Des individus d'Homo erectus imprudents ont potentiellement trouvé une fin prématurée à cause de ce félin, tout comme de nombreuses espèces de petits herbivores de la région. Comme certains grands félins modernes, Méganthorion était très robuste, ce n'était pas un chasseur rapide, et il aurait plutôt été beaucoup plus adapté à tendre des embuscades à ses proies depuis les buissons et les sous-bois des forêts. Même avec l'effet de surprise de son côté, il aurait été très improbable que Gigantopithèque soit au menu. Cependant, Gigantopithèque et Homo erectus n'étaient pas les seuls primates à habiter ces anciennes forêts subtropicales. À leur côté vivent aussi des macaques, différentes espèces de singes et même les parents de Gigantopithèque, les orang-outans. De plus, Méganthrope, une espèce de singe mystérieux d'une taille similaire à celle de Gigantopithèque, a été identifié dans la région par le paléoanthropologue américain Russell Shahan en 2009, encore une fois à partir de quelques dents. Étroitement apparenté à Gigantopithèque, l'apparence et la taille exacte de ce singe restent un véritable casse-tête pour les scientifiques. Et on a même pensé autrefois qu'il était étroitement apparenté à Homo erectus en raison de sa découverte près d'un site riche en outils anciens. Pour l'instant, Meganthropus a été placé de façon incertaine dans la même sous-famille que Gigantopithèque, les Ponginae, et tout ce que nous pouvons faire pour en apprendre davantage, c'est attendre. Comme pour de nombreux animaux préhistoriques qui ont disparu avant l'avènement de la science moderne, il est difficile pour les experts de déterminer exactement comment et quand le Gigantopithèque s'est éteint. On estime que le singe a parcouru les forêts tropicales chinoises jusqu'à environ 300 000 ans. Une minuscule fraction à l'échelle du temps géologique. Nous, Homo sapiens, sommes en fait apparus à peu près au même moment où les derniers Gigantopithèques disparaissaient, une période marquée par des changements climatiques drastiques et rudes. C'est ce changement climatique que les scientifiques considèrent comme le principal facteur ayant conduit à la disparition du plus grand singe ayant jamais existé. Hervé Bocherantz, un chercheur de l'université de Tübingen en Allemagne, a étudié la disparition du Gigantopithèque et a conclu que le changement climatique a entraîné la disparition des forêts subtropicales dont notre singe dépendait pour se nourrir. Les forêts et les jungles se sont transformés en savanes et en prairies, et de nombreuses espèces de plantes dont dépendait le Gigantopithèque, en particulier les différentes espèces de fruits, ont disparu localement dans la région du sud de la Chine. Un animal d'une telle taille aurait eu besoin d'énormes quantités de nourriture, et la faible quantité de nourriture adaptée présente dans les prairies sèches aurait exercé une forte pression sur l'espèce. Les grands singes disparaissaient en même temps que leur source de nourriture. Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure que les humains anciens aient pu avoir un rôle dans la disparition du Gigantopithèque, que ce soit par la chasse directe ou des conflits, ou indirectement par la concurrence.
Lorsque Homo erectus s'est installé dans la région, il est probable que ces premiers hommes et femmes aient exploité une grande variété de sources de nourriture, et il y aurait sans aucun doute eu un certain chevauchement entre les grands singes et nos ancêtres. Autrement, il est possible que l'intelligent Homo erectus, armé d'outils, ait directement chassé le singe. Sans preuve suffisante, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais il semble bien que le changement climatique, la perte d'habitat et de nourriture soient les principaux responsables. Au cours des profondeurs de la préhistoire, d'autres espèces de singes éteints apparentés à Gigantopithèques ont existé. Ce n'était pas le seul primate spectaculaire à avoir existé durant la fin de l'ère Cénozoïque. Toute une série d'autres singes pongidés apparentés aux orang-outans actuels partageaient la forêt avec notre géant tout au long du Miocène, du Pliocène et du Pléistocène. Le genre le plus répandu, le plus connu et le plus diversifié parmi ceux-ci était Sevapithecus, qui, bien qu'il ait existé plusieurs millions d'années avant Gigantopithecus, dans les collines de Sawalik, au nord de l'Inde, fut l'un des premiers singes de la sous-famille des ponginés à évoluer. Il est probable que l'une des espèces connues de Sevapithecus ait été l'ancêtre des orang-outans actuels, qui partageaient tant les forêts du sud de la Chine avec Gigantopithecus et le Meganthropus mentionné précédemment. Initialement considérés comme des ancêtres de l'homme, les Sevapithecus mesuraient 1,5 mètre de long et ressemblaient à un chimpanzé moderne avec le visage d'un orang-outan actuel. Il est probable qu'il passait du temps aussi bien au sol que dans les arbres et qu'il prospérait dans les savanes herbeuses ouvertes des régions nord et ouest de l'actuelle Inde, mâchant des graines et des herbes grâce à ses puissantes dents. 3 espèces sont reconnues: Sevapithecus indicus, Sevapithecus sivalensis et Sevapithecus parvata. N'importe laquelle d'entre elles aurait pu conduire à la diversification des singes pongidés jusqu'à des temps plus récents. Indopithecus, un autre grand singe des collines Sawalik, a également persisté tout au long de l'époque du Miocène. Indopithecus, qui se traduit en anglais par singe indien, était plus grand que Sevapithecus, et son histoire est étroitement liée à celle de Gigantopithecus. Indopithecus giganteus était à peu près 2 fois plus petit que Gigantopithecus, mais il lui était très étroitement lié, au point que les scientifiques ont envisagé de placer cette espèce dans le genre Gigantopithecus. Au lieu de cela, il a pour l'instant son propre genre, placé à côté de son gigantesque parent dans la tribu des Sevapithecinae. La taxonomie peut souvent être un domaine d'étude déroutant et complexe pour les scientifiques, et les espèces ainsi que les genres sont souvent reclassés et déplacés lorsque de nouvelles découvertes émergent des recherches. En voyageant vers l'est, de retour en Chine, nous rencontrons un autre singe du Miocène tardif, apparenté à Gigantopithèque, l'Uphenpithèque. Des milliers de restes de dents sont connus pour ce singe, ainsi qu'une poignée de fragments de crâne. Et à partir de ceci, 3 espèces sont connues. Fait intéressant, certains chercheurs du genre pensent que l'Uphenpithecus pourrait avoir été l'ancêtre de tous les singes africains et des hominidés, ce qui signifie que si vous remontiez assez loin dans le temps, vos prédécesseurs auraient non pu se balancer dans les forêts subtropicales du sud de la Chine, scrutant prudemment le sol en dessous à la recherche de crocodiles et de félins à dents de sabre. Coradpithecus est le dernier singe pongidé du Miocène supérieur à explorer.
Ce genre était connu dans les forêts tropicales de ce qui est aujourd'hui le Myanmar et la Thaïlande, en Asie du Sud-Est, et existait il y a entre 7 et 9 millions d'années. On sait relativement peu de choses sur ces singes, mais comme d'habitude, nous les connaissons grâce à plusieurs fragments de dents et de mâchoires bien conservés. Il est probable que ce singe ressemblait beaucoup aux orangs-outans modernes, alors qu'il se déplaçait dans les arbres de sa forêt humide. Oui, les singes pongans existent toujours de nos jours. Nous connaissons 3 espèces qui ont survécu aux extinctions de la mégafaune du Pléistocène jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de l'orang-outan de Bornéo, originaire des forêts tropicales de l'ouest de la Malaisie et de l'Indonésie sur l'île de Bornéo, de l'orang-outan de Sumatra, originaire du nord de l'île indonésienne de Sumatra, et du tout récemment reconnu orang-outan de Tapanuli, originaire de petites zones sélectionnées de la forêt juste au sud de ses cousins sur Sumatra. Ce sont des singes réputés pour leur douceur, qui présentent un de tout des exemples de dimorphisme sexuel. Les mâles éclipsent les femelles avec leur corps massif, leurs bras puissants et leurs grandes bajoux utilisées pour impressionner. Les 3 espèces encore vivantes aujourd'hui sont classées en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce qui signifie qu'elles sont toutes menacées d'extinction imminente. Cela est dû au braconnage, à la déforestation et même au commerce illégal d'animaux de compagnie. Plusieurs organisations et associations caritatives de conservation de premier plan luttent notamment pour la survie des orangs-outans, Shidatarunta et Tigrais, mais chaque espèce continue de voir sa population diminuer. 2 autres espèces d'orang-outans, l'orang-outan vietnamien et l'orang-outan chinois, existaient au Pléistocène, mais sont aujourd'hui éteintes, ne laissant derrière elles que leurs 3 parents contemporains dans les annales de la préhistoire. Faites une recherche en ligne sur Gigantopithèque sous n'importe quelle forme et il ne faudra pas longtemps avant de voir ce grand singe qualifié de King Kong réel ou quelque chose dans ce genre. La réalité d'un géant préhistorique vivant parmi le monde des singes disparus est difficile à ne pas comparer au célèbre gorille fictif de l'île du Crâne. Mais certaines personnes sont allées encore plus loin avec les mythes et histoires entourant le Gigantopithèque, et la créature s'est en fait retrouvée associée au mythe de la cryptozoologie concernant les différents hommes-singes sauvages présents à travers le monde. Des créatures non documentées comme le Yéti, le Bigfoot et le Yowie, selon la communauté de la cryptozoologie, seraient en fait de petites populations de gigantopithèques qui auraient survécu à l'extinction de leur espèce, se réfugiant dans de petites poches de l'Himalaya, donnant ainsi naissance aux mythes et légendes. Cependant, de nombreux paléontologues, anthropologues et autres scientifiques contemporains ne soutiennent pas cette théorie, insistant sur le fait que le Gigantopithèque a malheureusement disparu depuis longtemps, en raison du manque de preuves concernant à la fois l'existence des Yétis et la persistance de grands singes éteints jusqu'à nos jours. Les théories associant le Gigantopithèque à ces créatures mythologiques remontent à 1960, lorsque le zoologiste Vladimir Tchernetsky a décrit des photos de prétendues empreintes de Yétis, prises par les alpinistes britanniques Eric Shipton et Michel Ward au cœur de la chaîne de l'Himalaya, dans la revue Nature. Tchernetsky a comparé les empreintes à la description scientifique du Gigantopithèque, attirant temporairement l'attention du monde scientifique. Alors que la communauté scientifique est restée peu impressionnée sur le long terme, les passionnés de cryptozoologie se sont lancés dans une quête mondiale de ces grands singes, une recherche qui se poursuit encore aujourd'hui.
L'anthropologue Grover Krantz fut l'un des rares non-scientifiques notables à encourager la recherche du Bigfoot, insistant sur l'existence de la créature et consacrant une grande partie de son temps à étudier les mythes. Connu pour ses études sur d'autres spécimens de primates fossiles, comme Ramapithecus et Homo erectus, les théories de Grover Krantz sur le Bigfoot sont considérées avec suspicion par la communauté scientifique moderne. Grover Krantz a toutefois suggéré que si le Bigfoot devait recevoir un nom scientifique, ce devrait être Gigantopithecus canadensis, le grand singe du Canada. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblerait le monde si une partie de la mégafaune du Pléistocène parcourait encore la Terre aujourd'hui. Nous sommes si proches et pourtant si éloignés de tant d'espèces parmi elles. Vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez manqué de voir un gigantopithèque vivant et respirant de seulement quelques centaines de milliers d'années. Cela peut sembler être un grand saut, mais comme nous l'avons évoqué brièvement auparavant, ce n'est vraiment qu'un clin d'œil quand on considère les 3,7 milliards d'années pendant lesquelles la vie a existé sur notre planète. La prochaine fois que vous verrez un orang-outan, que ce soit en photo, ou peut-être un individu dans un zoo, pensez à Gigantopithèque. Imaginez à quel point cela a dû être spectaculaire pour les premiers de nos ancêtres en Asie de rencontrer une créature aussi étrange, mais pourtant si familière. Ont-ils regardé dans les yeux du grand singe et reconnu les similitudes entre lui et eux-mêmes? Qu'ont-ils bien pu voir? Dans ces forêts tropicales chaudes que, malheureusement, nous ne pourrons jamais voir. C'est vraiment une pensée incroyable. Nous ne pourrons peut-être jamais voir le plus grand singe ayant jamais existé à l'époque moderne, mais la diversité des primates à notre époque est quelque chose d'admirable. Du plus petit microcèbe au plus grand gorille, nous avons tous quelque chose en commun sur le plan génétique.